Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cet premier épisode d'une nouvelle série à l'intérieur de notre série « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné », nouvel épisode qui me permet de recevoir Timothée Guillotin. Timothée Guillotin, bonjour. Bonjour monsieur. Éditeur responsable, fondateur des éditions Novice, dont nous allons parler, mais pas seulement. Simplement, pour que nos auditeurs puissent éventuellement faire le lien, vous êtes l'éditeur de quelqu'un que nous avons reçu récemment. Enfin, récemment, je ne sais pas, parce que je ne sais pas à quel moment on va diffuser la conversation que nous avons, mais en tout cas que nous avons reçu au printemps de 2025, David Bavrez. Et c'est David Bavrez qui m'a donné l'idée de vous inviter, de vous rencontrer d'abord et de vous inviter ensuite, parce que il nous a expliqué que son manuscrit, c'est-à-dire Bienvenue dans l'économie de guerre, avait été refusé partout et qu'il avait trouvé un éditeur qui s'était spécialisé en quelque sorte dans la publication, non pas de tous les manuscrits refusés, mais de manuscrits qui avaient été refusés. Alors, comprenez évidemment que ça intrigue, et ça n'est pas seulement autour de cette activité, mais je veux dire, celle des manuscrits refusés, que je vous propose notre conversation, mais ça en a été le point de départ. Commençons en tout cas plutôt par le commencement. Vous avez quel âge ? J'ai 29 ans. Vous êtes éditeur depuis quand ? Eh bien, j'ai fondé Novice en 2020, donc j'avais 24 ou 25 ans à ce moment-là. Vous êtes originaire de quelle région ? J'ai l'impression d'être commissaire de police, ça me plaît beaucoup. Et je suis breton, je viens du Morbihan, de Vannes. Vous êtes de la partie de Bretagne qui est souvent au soleil. Vous allez vous faire des amis. Et vous avez donc été éditeur toute votre vie professionnelle. Alors, j'ai commencé par faire un petit peu de journalisme, après mes études chez Pariscope, que vous devez connaître. J'ai fait la fin de Pariscope. Oui, qui a été tué par l'Internet, évidemment. Ouais, c'était d'ailleurs un cas très intéressant, puisque Pariscope, quelques années, enfin une dizaine d'années avant sa fermeture, marchait très très bien. Très 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 bien. Je me souviens qu'on me racontait, enfin les gens qui étaient déjà en poste à l'époque me disaient au début des années 2000, à Noël, on filait de la pub à Paris Match, parce qu'on avait trop de pubs. Et 15 ans après, le titre a dû fermer. Et je pense que c'est très intéressant. Ils ont certainement manqué ce virage Internet, mais qui peut leur le reprocher quand on sait que le titre marchait si bien ? Est-ce que quand une dynamique est très bonne, on peut se réinventer alors que... Et que tous les autres avaient aussi raté le virage Internet sous une forme ou sous une autre. Les uns en étant trop tôt, les autres trop tard, certains en étant gratuits alors qu'il fallait faire payer, etc. Et d'autres en faisant payer trop cher. Enfin bref, tout le monde s'est planté. En tout cas, quand j'avais posé la question en disant mais pourquoi vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas lié à une boutique en ligne, pourquoi est-ce que vous n'avez pas développé la dimension numérique, il m'avait dit mais on marchait tellement bien qu'on n'avait pas besoin et personne n'y a pensé et le débat n'existait quasiment pas. C'est ce qu'on m'avait répondu en interne. Mais vous n'aviez pas fait du théâtre avant d'être à Paris ? Alors si, je viens du théâtre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré chez Pariscope après une école de théâtre. Et cette école de théâtre vous a conduit aussi sur scène ou pas du tout ? Ah bah oui, bien sûr. On a fait le Festival d'Avignon, on a joué dans plusieurs salles à Paris. Mais c'était une compagnie, c'était... En fait, c'était une école qui s'appelle Artefact, une école assez formidable dans le 18e, qui était très basée sur les projets de spectacle. Donc c'est-à-dire que en continu, toute l'année, on montait des spectacles, on écrivait des scénarios, on a réalisé des courts-métrages et au bout de ces 3 ans, qui ont été 3 ans très riches, où j'ai appris beaucoup de choses, donc c'était de mes 16 à mes 19 ans, j'ai su que le métier de comédien ou de metteur en scène, que j'aimais beaucoup, n'était pas fait pour moi. Pour plein de raisons. Et je me suis dit, bon, j'aime le théâtre, mais je ne veux pas faire ce métier-là. Qu'est-ce que je peux faire ? Et naturellement, le journalisme m'a amené à aller beaucoup au théâtre chez Pariscope, puisqu'on
Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on avait un agenda très fourni de toutes les activités culturelles parisiennes. Et on avait des éditoriaux, ce qu'on appelait des flashs, des articles. Et la journée, on s'occupait de l'agenda. Et le soir, on avait carte blanche pour aller voir des spectacles. Donc, c'était une bonne façon de concilier les deux. Donc de 16 à 19 ans, ça veut dire que vous n'êtes pas resté au lycée plus longtemps qu'il était nécessaire, si je puis me permettre. Je suis parti à la fin de la seconde. Et on part facilement à la fin de la seconde. Vous étiez dans un lycée en Bretagne? Oui, tout à fait. J'étais au lycée Saint-Paul à Vannes, qui est dans le centre-ville de Vannes. On part facilement. C'est un choix. Enfin, c'est un choix. C'est une discussion avec mes parents, d'abord, qui ont eu l'intelligence de comprendre que j'avais des envies d'ailleurs et que ça pouvait être une voie alternative, mais intéressante. Moi, je viens d'un univers et d'une famille où globalement, les gens font le lycée, puis des études ensuite, que ce soit mes sœurs, mes cousins, cousines, etc. Mais bon, mes parents m'ont accompagné dans ce projet-là. J'étais assez motivé, sans doute qu'ils devaient me faire confiance, même sur ce qui est la vie de tous les jours, en réalité, puisque la difficulté, c'était et quitter le système scolaire classique, mais aussi quitter Vannes pour aller vivre à Paris quand j'avais donc 16 ans. Non, c'était une expérience assez formidable. Je me suis retrouvé assez vite dans tous les environnements dans lesquels j'étais comme le plus jeune. Et c'est une chance assez dingue dans la vie. Déjà, on est beaucoup plus indulgent avec le plus jeune. Et puis en plus, c'est une façon en étant un peu à l'écoute et un peu curieux, de capter plein de choses et de grandir rapidement. Et dans les gens qui vous ont formé au théâtre, dans cette... j'ai déjà oublié le nom, Artefac. Artefac. C'était des comédiens, c'était des gens connus, des gens pas connus. Ce qui était intéressant, c'est que c'était très basé sur, comme je vous disais, sur la scène, sur la pratique. Et donc c'était avant tout des acteurs et des metteurs en scène qui nous donnaient cours. Donc c'était très concret et assez peu théorique. On avait évidemment des discussions sur Stanislavski, Tchekhov, mais on était avant tout là pour monter des spectacles, monter des scènes. On avait une grande liberté d'action. Et plutôt en montant des spectacles du répertoire ou des choses au contraire écrites ou un mélange? Encore une fois, on a fait de tout. On a fait à Avignon, on a monté le Bourgeois Gentilhomme, aussi pour des questions d'économie de moyens et de facilité. Mais on a travaillé sur du Feydeau, on a travaillé sur du Brecht. Enfin, c'était assez libre en réalité. Et au bout d'un moment, donc, le théâtre vous conduit au journalisme, et le journalisme... Après une période assez formidable chez Pariscope, où, si vous voulez, pour faire un court arrêt là-dessus, Pariscope venait d'être racheté par Reworld Media, donc elle appartenait à Lagardère, elle avait été rachetée par Reworld Media. Une grande partie de la rédaction était partie, avait pris il me semble que c'est la clause de cession. Et donc ils avaient remplacé des personnalités historiques du journal, qui étaient depuis 25-30 ans, par des jeunes comme moi, qui avaient 20 ans, et qui étaient d'abord en stage, puis en CDD. Donc c'était un peu dingue de fabriquer un journal dans ces conditions-là. Il y avait beaucoup de prestataires extérieurs, d'agences de presse, etc. Mais pour moi, ça a été absolument génial de pouvoir, avoir des responsabilités, et deux, une liberté d'action totale sur le plan éditorial. C'est-à-dire que, bon, il y avait quelques passages obligés, dans le théâtre privé notamment, où il fallait aller. Mais sinon, si je voulais aller au théâtre de poche, me faire tout le samedi après-midi, je pouvais le faire. Et je pouvais écrire dessus. C'était assez riche. J'ai pas compté le nombre de pièces que j'ai vues pendant cette année et demie, mais c'était absolument énorme. J'ai presque fait une overdose à la fin. J'adore le théâtre, mais je n'y suis pas retourné pendant une ou deux années, beaucoup moins. Bon, maintenant j'y vais plus régulièrement, mais j'ai fait une petite saturation en sortant de cette expérience Pariscope. Alors vous sortez de Pariscope, et où est-ce que vous allez poser votre sac? Dans les couloirs, à l'été 2016, on entend que le titre va mal. Il y a quelques symptômes. L'éditeur augmente les prix. On sent le prix du journal. On sent que c'est la fin. Enfin, on se pose la question. Donc je me dis, je vais regarder ce que je peux faire. À ce moment-là, j'ai 20 ans. J'ai pas mon bac. Je me dis, est-ce que je reprends des études? Est-ce que je passe mon bac en candidat libre? Est-ce que je retourne vers la voie scolaire et académique?
ou est-ce que je continue à chercher des expériences enrichissantes ou tout est un peu ouvert, ce qui est d'ailleurs assez séduisant. Et j'aurai un peu plus tard une deuxième période comme ça où la page est blanche en réalité. C'est assez chouette. Là, je regarde le monde de l'édition parce que avec le théâtre, le journalisme, je me dis tiens, le livre est un objet que j'aime déjà beaucoup. Et je me dis tiens, ça m'intéresserait de voir comment ça fonctionne et de voir ce que je peux y trouver. Je vois une annonce au Cherche Midi, qui est donc une maison d'édition historique, qui cherche un stagiaire au service de presse. Je postule en me disant ça va me permettre de les rencontrer, et puis je vois où ça me mène. En réalité, ma difficulté à ce moment-là, c'est que je peux pas entrer en fac, donc je ne peux pas avoir de convention de stage. Et je passe l'entretien, eux me disent on est très intéressé par votre profil, vous avez une belle expérience du journalisme, enfin vous avez fait 1 an et demi, c'est assez chouette. En revanche, il vous faut une convention de stage. Et là, pour la petite histoire qui est un petit peu amusante, c'est que je fais une formation en continu avec le CNED, donc formation à distance, payante, qui coûte plus cher que la gratification de stage à laquelle j'ai le droit au Cherche Midi. Et donc au Cherche Midi, je tombe sur les deux, la directrice du service de presse et la directrice commerciale qui me disent écoute, viens en stage chez nous, ou venez, on devait se vous voyez. Et puis si ça se passe bien, on s'arrangera pour trouver soit un poste dans la maison, soit un poste au sein du groupe Editis, groupe auquel le Cherche Midi appartient. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait 4 ou 5 mois au service de presse et puis ils m'ont trouvé un poste ensuite dans une des agences avec lesquelles ils travaillaient sur la promotion de leurs livres. Alors, le Cherche Midi, c'est une maison d'édition dont il faudrait peut-être pour nos auditeurs essayer de définir un peu le type de publication. Il n'y a pas un type, mais enfin, grosso modo, il y a une... C'est un éditeur généraliste qui a été fondé par Philippe Héraclès et Jean Orizet. Philippe Héraclès, avec qui j'ai eu la chance de travailler à ce moment-là, qui est un monsieur absolument formidable et assez génial. C'est un éditeur généraliste. Ils sont connus notamment pour des recueils de traits d'esprit. Où ils ont eu tous les grands de l'humour français de la deuxième partie du XXe siècle, donc De Vos, Jean-Yann. Et moi, à ce moment-là, ce qui est génial, c'est que je m'occupe justement des acteurs, des comédiens qui écrivent des livres. Donc je travaille avec Francis Huster, Daniel Prévost. Et c'était un pont assez sympa entre le monde du théâtre et du cinéma et celui du livre. Et donc, cette activité au Cherche Midi dure combien de temps ? Donc je passe 4 ou 5 mois au service de presse en interne, puis dans une agence qui travaille pour le Cherche Midi, et pas que, mais moi je travaille essentiellement sur les livres du Cherche Midi, et qui est chargé d'assurer la promotion des livres, notamment dans les médias. Donc c'est vraiment un métier d'attaché de presse. Alors disons un mot de ce métier d'attaché de presse. Les journalistes reçoivent beaucoup de livres. Votre mission, c'est de les aiguiller vers ceux que vous publiez ou que votre employeur publie et de faire en sorte que ils en parlent dans de bons termes. Quels sont les obstacles ? Je vous dirai après, puisque j'ai été journaliste et même responsable de la rubrique des pages culturelles d'un hebdomadaire de l'Express, je vous dirai quelle a été mon expérience de cette activité. Mais quelle est la vôtre ? Où sont les difficultés ? Où sont les particularités ? J'ai deux visions de ce métier. J'ai celle d'attaché de presse en tant que pratiquant, quand je l'ai fait pour le Cherche Midi, puis je l'ai aujourd'hui en tant qu'éditeur qui travaille avec des attachés de presse. J'ai trouvé que le principal problème, c'est la surproduction. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, je connais pas mal de journalistes maintenant, vous êtes surchargé de mails d'attachés de presse. Qui en plus parfois ne sont pas forcément pertinents. On sait que certaines agences ou certaines personnes envoient à des fichiers de 300, 400 contacts des communiqués de presse, puis des relances automatisées, ce qui finalement pollue un petit peu la relation attachée de presse journaliste. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de construire des relations humaines. À chaque fois, je me suis dit, il faut que je trouve un point d'ancrage dans une rédaction avec qui je construis une relation de confiance, voire même d'amitié ou d'amicalité,
et avec qui on puisse travailler en bonne intelligence, c'est-à-dire que je lui propose des sujets susceptibles de l'intéresser, donc je fais bien mon boulot en amont. Je regarde s'il publie des articles sur la littérature française. Je le sollicite pas pour un livre de cuisine. Et puis lui, quand je l'appelle, il me répond. Il me dit oui, il me dit non. Il a évidemment la liberté absolue de choisir. Mais je pense que ce travail un peu sur mesure est le plus efficace à long terme, versus le travail de mass market qui est d'envoyer 400 communiqués en espérant avoir un taux de réponse de 1-2%. J'ai toujours trouvé que c'était une manière plus efficace de le faire et puis une manière plus plaisante en réalité, puisque c'est toujours sympa d'aller prendre un café avec un responsable de rubrique ou avec un rédac chef. Ça permet d'échanger, et puis de se nourrir, d'avoir des idées. Donc j'ai plutôt essayé de travailler comme ça en basant sur l'humain. Je trouvais parfois que le but de la campagne de promo était pas suffisamment bien défini. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'attaché de presse, un client qui vous demande de vendre des livres, donc de trouver des médias prescripteurs pour que vous puissiez vendre des livres, et un auteur qui, lui, souhaite avoir un portrait dans Libération, dans la DER de Libération, si possible par Luc Le Vaillant. C'est bien un portrait dans Libération, mais je sais pas si à choisir, c'est ce qui sera le plus prescripteur. Enfin, dans certains cas, ça l'est peut-être. Mais dans d'autres cas, sur d'autres types de livres, il faut peut-être aller chercher, je sais pas, de la PQR, vous voyez. Et parfois, je me suis senti un peu perdu dans ce qui était réellement le but de la promotion. Est-ce qu'on cherchait à vendre des livres, à installer un auteur dans le paysage médiatique ou culturel? Enfin, tout est bien, mais il faut le définir. J'en viens à mon rapport à ce métier avec les attachés de presse avec qui je travaille aujourd'hui en tant qu'éditeur. Je leur demande des choses très concrètes, une logique de résultats et non de moyens, ce qui est quand même... moi, tous les attachés de presse me disent toujours, on est dans une logique de moyens, on doit envoyer X communiqués, parce que non, moi je leur dis, voilà, il faut que mon auteur, ou moi-même, pour défendre mon catalogue, j'ai X rendez-vous avec, je sais pas, un rendez-vous tous les 15 jours avec un journaliste de la presse nationale pour pouvoir lui présenter mon catalogue. Je les utilise, je travaille avec eux plutôt comme ça, en fixant des objectifs très précis, en utilisant leur savoir-faire, leur relationnel, plutôt qu'en leur disant, essaie d'avoir le plus de papier possible, et puis d'une manière un peu brouillonne, construit un peu par opportunité ta promotion, enfin ta campagne de promotion. Je suis plutôt sensible à, quand on me raconte qu'on essaie de bien cibler, d'avoir quelque chose de cohérent, d'harmonieux. Après, peut-être que d'autres vous diraient qu'il faut taper fort et faire du volume. En tout cas, comme journaliste, mon expérience est plus proche de la vôtre. C'est-à-dire que le moment que je considère comme un peu l'âge d'or des rapports avec les attachés de presse, qui est aussi avant l'informatique, c'est-à-dire avant la possibilité de balancer les 300 communiqués dont vous parlez, mais c'était celui où des attachés de presse, c'était vrai pour le cinéma, c'était vrai pour la littérature, c'était vrai pour la non-fiction, pour les essais, ont lu suffisamment d'articles du journaliste auquel il ou elle s'adresse pour savoir ce qu'on peut lui proposer, quel est à peu près l'éventail de ses intérêts, et que par conséquent, si on va par là, c'est-à-dire que de part et d'autre, il y a eu du travail, alors qu'effectivement, curieusement, on voit, alors que les moyens d'affiner son regard sont plutôt multipliés, on a l'impression qu'en effet, il y a une espèce de massification, et qu'on balance des livres, on les signe, et puis on voit pas revenir, mais ça n'a pas du tout l'impression qu'il y a eu un travail d'intermédiaire efficace. Si on peut facilement transposer ça au métier d'éditeur avec les auteurs. C'est-à-dire que on a aujourd'hui toutes les maisons d'édition qui offrent la possibilité aux auteurs d'envoyer des manuscrits numériques. Je dis souvent, et on y reviendra sans doute puisque c'est le cœur de mon métier d'éditeur, je dis souvent que la relation entre le comité de lecture et l'apprenti auteur, ou l'auteur encore non publié, n'est pas bonne. Chacun doit faire sa part. Nous, évidemment, qu'on doit être beaucoup, beaucoup plus sensible et considérer beaucoup plus les auteurs.
déjà parce que c'est la base même de notre boulot. Et puis en plus, d'un point de vue tout à fait opportuniste, ce sont nos clients. Les gens qui nous envoient leurs manuscrits sont avant tout nos lecteurs. On doit faire plus attention, il faut arrêter de ne pas leur répondre, de leur envoyer des lettres de refus standard. Mais eux aussi doivent faire leur part. Et moi qui n'ai par exemple pas vocation à publier de jeunesse, je reçois parfois des manuscrits, des romans jeunesse. Je considère que l'auteur, à ce moment-là, il n'a pas fait sa part. Il n'a pas ciblé correctement la maison d'édition. Je reçois parfois des textes sans lettre d'intention. Je considère que, tout comme si j'envoie un livre à l'aveugle à un journaliste, sans communiqué de presse, sans mail pour le prévenir, je pense que c'est un peu la même chose. Il vaut mieux, quand on est auteur, et on en reparlera peut-être, prendre le temps, cibler, aller voir son libraire en lui disant « j'ai écrit ça, ça ressemble à ça, qui publie ça ?» faire une sélection un peu sur mesure et envoyer moins de manuscrits. Eh bien, l'attaché de presse, c'est pareil. Il vaut mieux envoyer 30, 50 mails ciblés en disant « vous avez écrit sur tel sujet, j'ai un livre complémentaire », plutôt qu'envoyer 250 mails avec le même objet. Vous voyez, enfin, ça paraît... D'accord. Je vous propose que nous laissions de côté vos activités d'attaché de presse et votre première expérience de l'édition et que nous nous retrouvions dans un prochain épisode pour parler des conditions dans lesquelles vous avez créé cette maison d'édition et quelles en sont les particularités.